Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. C'est un podcast pour tout le monde, un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, aujourd'hui on reçoit une invitée. Ça faisait longtemps qu'on n'était plus que toutes les deux et on a décidé de casser un peu la routine. On reçoit donc Renée Grezard. Renée, tu es journaliste, tu es passée par plein de grands titres, L'Humanité, Libé, Les Inrocks, Cosette, Arte Radio, France Inter et le Nouvel Obs. C'est là que tu te mets à traiter en masse des sujets liés à l'intimité, la sexualité, le genre, mais aussi la maternité. Tu as écrit plusieurs ouvrages, dont Enceinte, tout est possible et Choisir d'être mère aux éditions J.C. Lattès. Aujourd'hui, avec Anna, on a envie de t'entendre sur ce fameux devenir mère. Et d'abord, j'aimerais bien savoir si tu t'étais toujours imaginée mère. Oh là là, c'est une question compliquée parce que c'est un peu comme les souvenirs qu'on a avec des photos et on sait plus si c'est un vrai souvenir ou si c'est la photo. Je sais pas si j'ai des récits fantasmés ou des récits réels de mon envie d'être mère. Mes parents m'ont rappelé qu'à une époque, je disais que je ne voulais pas être mère. Je pense que jeune adulte, je disais que je voulais pas l'être. Avec des arguments que, semble-t-il, j'ai oubliés après. Je disais, moi j'ai envie d'avoir une vie à moi, j'ai envie de m'appartenir. Et ensuite, j'ai fait un livre entier en disant, mais pourquoi personne ne m'avait prévenu qu'on s'appartenait pas quand on était mère? Donc, ce qui me semble le plus lucide et plausible, c'est que j'ai été ambivalente, ce qui me ressemble assez, je pense. Mon ascendant est Gémeaux, visiblement, dans sa vie, on tend à aller vers son signe ascendant. Je ne crois pas à ces conneries, mais ces derniers temps, je sais pas, ça m'amuse de regarder ça. Pardon s'il y a des gens qui y croient à l'astrologie fort, c'est juste que moi, je suis plutôt cartésienne de base, mais je dis quand même que mon ascendant est Gémeaux. Ambivalente, on a dit. Et c'était quoi être mère avant de le devenir? Ça symbolisait quoi? Je pense que pour moi, c'était déjà ma mère. C'est ça qui est compliqué quand on a une mère. C'est que être mère, c'est être sa mère. Et j'ai eu une mère géniale et totale à la fois, quoi. Une mère sénégalaise. Donc, une mère sans entrer dans des clichés, mais en tout cas, très présente. Aussi une mère qui a vécu quelque chose de pas très simple, parce que ma mère, elle a rencontré mon père au Sénégal. Mon père est donc français d'origine, ma mère est sénégalaise d'origine. Enfin, c'était une mère qui avait quand même émigré, fatalement un peu seule, qui était très présente avec nous, qui s'est arrêtée de travailler pendant 12 ans, de son propre aveu, et elle nous l'a beaucoup répété. C'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler ensuite, beaucoup sacrifier. Moi, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très inhibant à avoir cette mère-là, parce qu'elle était à la fois géniale et encore une fois totale. Elle nous a beaucoup donné, quoi. Je lui suis infiniment reconnaissante et vraiment, je sais que je lui dois énormément de choses. Et notamment, c'était une mère très chaleureuse, qui était très généreuse, qui était, voilà. Et en même temps, je sais aussi que ça m'a coûté, en fait, ce sacrifice. Parce que quand on est enfant, en fait, on n'a rien demandé et on n'a pas envie d'avoir une mère sacrificielle, en réalité. Donc, pour moi, être mère, c'était d'abord ça. Et c'est en ça que je pense que j'étais ambivalente. C'est qu'il y avait quelque chose de, à la fois, très doux, très beau, très généreux, très chouette. Et en même temps, elle nous disait que c'était sacrificiel. Et ça, moi, j'avais pas envie de ça. Et tu penses qu'elle aurait été une moins bonne mère si elle n'avait pas été dans le sacrifice ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de bonne mère. Moi, je suis assez Winnicott team. Winnicott, qui est donc un psychiatre américain des années 50 et qui disait il n'y a pas de mère parfaite, il y a des mères suffisamment bonnes. Après, tu as des mères maltraitantes et donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais là, je parle de la grosse moyenne, genre Madame Michu-moi, quoi. Voilà, je pense que ma mère, elle a fait comme elle a pu avec ses outils et qu'on est tous les héritiers de nos parents qui sont ce qu'ils sont et on est plus ou moins bien lotis, tu vois, c'est aussi une grande loterie. Enfin, il y a des gens qui tombent plus mal que d'autres. Oui, mais moi, je me demande vraiment si, pour être une mère suffisamment bonne, malheureusement, j'en sais rien, je pose la question, est-ce qu'il faut pas être un peu dans le sacrifice? Est-ce que moi, je te dirais le contraire. Ah ouais? Ah ouais. Moi, mon intuition. C'est cool. Ouais, voilà. Je pense qu'on peut avoir un débat là-dessus, mais parce que pour moi, la mère suffisamment bonne, mais alors, je parle de là où je suis, évidemment, avec mon point de vue, de celle qui a eu une mère sacrificielle et qui, du coup, a pris peut-être une voie un peu plus indépendante, on va dire, parce que c'est aussi mon tempérament, je suis quelqu'un de très indépendant. Moi, je trouve qu'un enfant à qui on laisse de l'espace, on lui fait un cadeau. C'est vrai. De toute manière, un enfant, t'es obligé de lui donner. Surtout les enfants humains, ils sont pas très pratiques, quoi. Ils tiennent pas sur leurs pattes, tu vois, c'est chiant, quoi. Donc, on est obligé de leur donner des trucs. Mais je trouve qu'il y a un équilibre qui est pas simple et qui est d'autant plus compliqué, qui va dépendre de chaque personne, entre le don et l'espace. Pour moi, c'est ma définition de ce qu'est une bonne mère, mais c'est ce que j'en attends moi. Un enfant qui est très needy, il va te dire non, c'est la mère sacrificielle qui est super, tu vois. Donc c'est super compliqué comme question, je trouve.
Ce modèle de mère, que ce soit celui que t'as donné ta propre mère ou de manière globale, tu l'as réfléchi en devenant mère ou même avant, t'avais quand même une idée de dire « Ah, ma mère, elle était quand même très sacrificielle ». Enfin, est-ce que ça te travaillait avant ou c'est vraiment ce changement, le fait de devenir mère qui fait qu'on se pose plein de questions sur nos modèles de maternité? Alors, il y a 2 réponses à cette question. La première, c'est qu'il y a des choses que je trouve que tu réfléchis pas, elles te tombent dessus, tu te les prends dans la gueule et t'es obligé de réfléchir. Donc c'est vraiment, on te force la main, quoi. Et ça, les enfants sont très talentueux pour ça, je trouve. Tu vas pour te forcer la main, réfléchir à tes sujets. Et après, j'avais réfléchi des choses, mais qui étaient plus de l'ordre de l'intuition. Je suis quelqu'un de très intuitif, peut-être un peu trop même parfois. Petite tendance à foncer. Donc mon signe, le vrai, et pas Gémeaux, c'est Bélier. Donc voilà, on m'a toujours dit, toi, t'es Bélier, tu fonces. Alors par contre, je crois beaucoup, TDAHing, je crois beaucoup, c'est-à-dire que je dérive, je crois beaucoup à la déterminisme des signes. C'est-à-dire que toute ton enfance, on dit, un Bélier, il fonce, donc toi tu fonces, et donc toi tu fonces. Voilà, ça j'y crois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Et donc, du coup, comme je suis très intuitive, j'avais entendu parler de ce truc dont je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, mais la solitude des jeunes mères. Et quand moi, j'étais en âge d'avoir Ulysse, que j'ai eu Ulysse, c'était un truc qui me terrorisait. C'est vraiment ma pire crainte, parce que de base, je suis quelqu'un de très sociable, que les autres sont un refuge pour moi, et que j'avais pas compris tous les avantages qu'il y a à être seule, que j'en avais très peur et que j'associais... Bon, franchement, j'ai 9 ans de psychanalyse derrière moi, donc tout ça n'est pas des trucs que je sors comme ça de manière... voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais en gros, j'avais pas compris que... Pour moi, la solitude, c'était très associé au vide, à la peur de la mort, je suis très anxieuse, voilà. Et en fait, un jour, donc j'arrive avec ma psy, ça faisait vraiment bien 7 ans qu'on était en analyse, même plus peut-être. Et je lui dis, non mais moi en ce moment, je sens que moi j'ai besoin de vide. Puis en fait, elle finit par me couper la parole alors que je me lançais dans mon petit truc de première de la classe. Elle me dit, mais Renée, en fait, tant que vous direz que vous avez besoin de vide, vous n'aurez pas compris que ce dont vous avez besoin, c'est d'espace pour vous. À quoi vous pensez quand vous pensez au vide? Je dis, à la mort. Elle me dit, bah voilà, ça c'est pas de l'espace pour soi en fait. Et donc, il y a eu tout un apprentissage voilà, de l'espace pour soi. En tout cas, j'avais très peur. Et donc, quand j'ai pensé à Ulysse, quand on a voulu Ulysse, quand je suis tombée enceinte, qu'il est né, on a décidé d'habiter en coloc. Voilà, parce que j'avais hyper peur aussi, je crois, du modèle normatif de... un papa et une maman, on ne ment pas aux enfants dans un appartement de 60 mètres carrés à Paris, avec un break et un chien. Alors que c'était pas du tout ça qui allait arriver, mais bon, je sais pas, j'étais dans mes peurs absurdes. Et du coup, on s'est mis dans une grande maison, qu'on a appelée la Maison du Bonheur de manière très originale, parce que je crois que toutes les colocs en France s'appellent la Maison du Bonheur. Et on était 6 adultes. Moi, j'étais enceinte de 3 mois quand on a emménagé tous ensemble. Et c'était génial. Voilà, c'était vraiment une très très belle aventure. C'est des gens qui pour moi sont encore aujourd'hui ma famille en fait. T'es tombée enceinte à quel âge? J'ai eu Ulysse à 31 ans. Donc selon la gestation, qu'est-ce que ça donne à noces? Parfait. C'est ça? C'était 30 ans je crois, il me semble. C'est quoi qui t'a le plus surpris quand t'es tombée enceinte du coup? Enfin, donc t'as fait un choix très différent des autres, mais à quel moment tu t'es dit mais ça on m'avait pas du tout prévenu? Enfin, les femmes enceintes, on se rend compte qu'elles disent j'ai beau m'être préparée, j'étais pas prête quand même. En fait, quand j'étais petite, j'ai été très fascinée par la grossesse. Alors je raconte toujours cette histoire parce que je sais que je suis pas la seule à avoir eu cette Barbie. C'est la Barbie qui avait un ventre, tu l'enlevais, il y avait un bébé. Tu refermais. Et ça, mais moi, c'était... Et d'ailleurs, je sais que c'est pour ça que je suis fascinée par ton travail, Anna, parce que pour moi, t'assistes à un truc de l'ordre de l'univers, en fait. C'est un truc métaphysique complètement fou. Non, mais tu vois, t'as un métier de ouf, quoi. Enfin, moi, je suis jalouse de toi, de toute évidence. Et je sais que du coup, depuis que je suis toute petite, la grossesse, c'était plutôt quelque chose qui me fascinait. Et donc, j'ai posé beaucoup de questions. En fait, bizarrement, j'ai pas trop eu de surprise sur la grossesse. Aussi parce que ma meilleure amie avait eu Ma meilleure amie, c'est vraiment un truc de 10 ans, quoi dire. Ma meilleure amie, celle qui est meilleure parmi toutes les meilleures, je dois avoir au moins 5 meilleures amies. Bon, disons une de mes amies très proches a eu un enfant avant moi. Et du coup, elle me parlait des trucs. Donc, je savais, les gens qui posaient la main sur le ventre. Non, ce qui m'a frappée... L'accouchement, ça a été une surprise ou pas? Non. Non plus. Pas trop. Non, mais moi, ma grosse surprise, c'est après. Ah, c'est après, toi. Ouais, moi, je me suis pris une claque à ce moment-là. Parce que, en fait, j'étais très curieuse de la grossesse, de l'accouchement. J'étais en train d'écrire mon livre aussi. Ouais. Sur la grossesse. Et c'était une enquête où je posais des questions en disant, mais ça, comment ça se passe? C'est quoi les chiffres? Donc, du coup, j'étais quand même très renseignée. Un truc qui m'a surprise, c'est que moi, je m'étais toujours dit, si on pose la main sur mon ventre, je les défonce. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est à quel point, là encore, la vie est complexe. Les gens qui posent leurs mains sur ton ventre, ils sont pas malveillants, en fait. C'est pas un connard dans le métro. C'est
parfois une amie, parfois quelqu'un que tu connais, et t'es un peu désemparé du coup. Tu peux pas dire, mais attends, mais qui es-tu? Tu pars pas sur tes grands chevaux. Deuxième truc qui m'a étonné, les mecs qui te draguent. Mais on m'avait prévenu, mais... Ah, mais ça, c'est monstrueux. Un mec dans le métro qui m'a dit... En tant que sage-femme, c'est... Ouais. C'est un truc de ouf. Le gars de qui me drague, j'étais là, tu sais, vraiment, j'avais envie de dire, dude, genre, mais tu vois pas la situation, j'ai un ventre énorme. Et il me dit, je sais pas de quelle origine était exactement, mais il me dit, l'enceinte n'est pas grave, l'enceinte sera bientôt terminée. Mais vraiment, c'était comme ça qu'il avait dit, ça m'a marqué parce que j'étais là, l'enceinte. Tu me prends pour une bose ou quoi? Genre... Voilà, ça, et aussi les mecs qui me désiraient avant, le fait que tu sois enceinte, ça n'est pas un sujet. Mais pour le coup, c'est pas un truc dégueulasse comme un mec qui court après ça. C'est juste que tu captes que ce qui se joue dans la séduction avec quelqu'un que tu désires et peut-être qu'il te désirera toute sa vie, c'est un truc de regard. Et que, en fait, pour le coup, ton ventre, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé. Je me rappelle d'avoir croisé un mec en club avec qui, parce que je suis fêtarde et que je fais beaucoup la fête, et que j'ai fait la fête enceinte, voilà. Et donc, je croise ce type avec qui c'était mon amant à une époque. Et il me voit, il était genre vraiment, il me regardait comme si j'étais la 8e merveille du monde, ou même peut-être la première. Donc, j'étais assez ravie. Ah oui, c'est moi, bonjour. Je suis une pyramide d'Égypte. Et donc, je dis, mais ça te gêne pas que je suis enceinte? Il me dit, non, en fait, ça sera toujours là, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça plutôt joli. Mon mec, moins. Mon mec, on a beau se parler, cette histoire, il l'a pas particulièrement savourée. T'es là, bah, très bien pour toi, meuf, mais bon, moi, je suis pas ravie, quoi. Ça a pas l'air de te surprendre, toi, Anne. Ah non, pas du tout. C'est effectivement, les femmes enceintes se font beaucoup draguer. Et les sages-femmes... Alors, ce qui est le plus surprenant, c'est que les pères qui viennent en salle d'accouchement draguent les sages-femmes qui sont de garde à ce moment-là. Ah, mais c'est dégueulasse. Voilà. Moi, combien de fois, il y a des pères qui ont attendu que je sorte de garde pour venir me chercher, m'apporter des bouquets de fleurs, des cadeaux, des machins, etc. Mais ça va pas bien. C'est fou, quand même. Hein. Ça, donc, il y a un truc de l'ordre de la et l'attirance pour les femmes enceintes aussi, elle est Oui, bien sûr. Elle est border aussi. La même que pour les sages-femmes de garde. Ouais. C'est border, il y a un truc qui est border. Tu crois pas que c'est un truc de pouvoir? En fait, moi, ce que j'entends dans l'histoire que tu racontes sur les pères, est-ce que c'est pas une façon de dire je ne suis pas qu'un père? Tu vois, de se défaire de leur rôle. Ah oui, c'est possible. Tu vois, de dire vous m'avez vu comme le mec qui va avoir un enfant, mais en fait, je suis juste un mec très stylé et cool et séduisant. Ça n'excuse rien à ce comportement qui est vraiment genre j'ai pas les mots, mais peut-être que c'est ça, quoi. Et puis ceux qui te draguent quand t'es enceinte, pour moi, ça c'est de la toute-puissance. C'est elle est enceinte et je vais quand même réussir à la voir. Enfin, c'est des trucs de chasse dégueulasse. Le patriarcat, on déteste, quoi. Ça me surprend bien. Alors autant tu me l'avais déjà dit, le truc de se faire draguer en salle de naissance, mais se faire draguer enceinte, j'avais même pas pensé que c'était... c'est tout le temps. J'hallucine. Donc si je comprends bien, t'as bien vécu de ta grossesse. Très bien. Enfin, malgré les relous. Malgré les relous. Non, mais... Alors non, il y a un truc qui me saoulait un peu, mais ça c'est mon tempérament. Encore une fois, je suis indépendante. J'aime pas trop qu'on me dise quoi faire. Donc ça... Les gens que j'aime, c'est ok, tu vois. Mais des gens dans la rue, je suis là, mais de quoi tu me parles? Sachant que moi, j'étais plutôt sage, hein. Enfin, tu vois, j'ai pas... Mais par contre, non, un truc qui m'a saoulée, mais je le raconte dans mon livre, c'est une fille, un jour, j'étais en train de danser. Je voulais juste danser, quoi, à une fête avec des amis, dans un appartement, il était même pas très tard. Et elle arrive, elle était complètement beurrée, quoi. Elle m'a dit, oh, waouh, mon Dieu. Tu portes le miracle de la vie. Oh, toi! Genre, était comme ça. Et donc, je fais, Et donc, après, je pensais que j'allais pouvoir m'en départir et genre danser et tout. Et elle me fait, attends, il faut qu'on parle. Genre, j'étais là, genre, oh non! L'enfer. Et donc, elle voulait parler du fait que j'avais le miracle de la vie en moi et que c'était extraordinaire, etc. Et alors, ça me saoule. Vraiment, je déteste me sentir coincée. Je déteste qu'on me mette dans une case. Enfin, j'aime pas. Moi, ce que je comprends, c'est que, enceinte ou pas, les gens chiants restent chiants, quoi. Mais c'est juste qu'ils ont une excuse pour t'approcher, peut-être. C'est vrai ce que tu dis, parce que par ailleurs, et ça, c'est un truc que toi, tu dois avoir plein d'anecdotes là-dessus, mais il y a un truc avec le corps de la femme enceinte. Moi, c'est ce qui m'intéressait beaucoup avec mon livre, qui appartient à tout le monde, en fait, quoi. Tu vois, c'est un truc très... Qui devient bien public, un peu... Oui, et en même temps, moi, je suis un peu ambivalente sur ce sujet, c'est qu'il y a une partie de moi qui comprend cette histoire, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on disait sur la métaphysique, quoi. En tant que féministe, ça m'exaspère. Mon corps m'appartient, tout ça. Si je prends un peu de hauteur, je me dis, bon, d'un point de vue humain, je sais pas comment dire, presque animal, c'est une femme qui perpétue l'espèce. Et tu vois, il y a ce petit côté-là aussi. Oui, il y a un côté fascination, moi, que je comprends très très bien. Exactement. Les gens sont vraiment fascinés. Ils sont fascinés. Comme ils sont fascinés, et c'est dommage, parce que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus d'enterrement dans les églises, ou très peu. Et comme les gens, quand il y a un enterrement dans une église, qu'on voit passer le corbillard, on voit que les passants s'arrêtent, regardent...
regarde les expressions des gens, parce qu'au fond, ils sont face au mystère, et que dans notre société moderne, on n'est pas confronté au mystère assez souvent. La naissance, la mort, il n'y en a que 2, il n'y en a pas 50. Et comme par hasard, c'est mes 2 obsessions. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que, en tant que personne qui n'est pas enceinte face à une femme enceinte, on a quand même, entre guillemets, le droit ou pas de la toucher? J'allais pas dire de la toucher. J'adore parce qu'elle elle m'a dit non, elle m'a dit tu te tais. Moi, si on me donne la permission seulement. Non, j'allais dire de la complimenter ou d'être dans cette forme de fascination, c'est-à-dire que en toute bienveillance, est-ce qu'on peut quand même dire à une femme enceinte, je sais pas, je te trouve très belle, comme on dirait quand elle est pas enceinte en fait, enfin, ou c'est tendu. On est waouh, oh les soupirs. Okay. non, mais c'est que c'est une question compliquée. Je trouve que ça dépend aussi de à qui tu parles. Mm-hmm. Et pour moi, le compliment, il est toujours un peu compliqué parce que c'est comme les gens qui te félicitent parce que t'as maigri alors qu'en fait t'étais en dépression. Enfin, tu vois, ça a toujours un peu touchy le corps des autres, en fait, d'y amener ses projections. Dire, ça me fascine ce que t'es en train de vivre. Je trouve ça grave ok, tu vois. Enfin, en gros, parler de soi, parler de ce qu'on ressent, voilà. Après, si c'est une amie, lui dire, ah là là, t'es tellement belle. Je trouve que c'est pas la même chose que quelqu'un dans la rue. Enfin, tu sais, c'est aussi. Oui, non, je parlais vraiment avec ses proches. Hein. J'ai précisé. J'ai mis la condition, j'ai dit avec ses proches. Oui, non. J'ai pas dit on s'approche des femmes dans le métro. Oui, non, j'avais pas entendu avec ses proches. Ouh, quelle belle demi-sœur. Ça la pleine lune. Non. Mais avec ses proches, il faut qu'on fasse attention aussi, c'est ça. En gros, qu'on leur demande un peu avec quoi elles sont à l'aise. Moi, je pense que c'est tellement, je sais pas, ça dépend tellement de chaque femme aussi, tu vois. Enfin, non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense. Mais en tout cas, il faut faire attention parce qu'on des fois, on connaît pas les histoires qu'il y a derrière les ventres ronds. Est-ce que vous pensez, parce que du coup, ton fils, il a une dizaine d'années, Il a eu 10 ans. Il a 10 ans. Ce qui est huge. Toi aussi, tes non, fils, mais ils ont... Elle a aussi un bébé, hein. Oui, j'ai un petit de 2 ans, ouais. Justement, j'y venais. Regarde-moi. Non, je voulais savoir, est-ce que tu as vu une différence entre ta grossesse d'il y a 10 ans et celle plus proche, autant personnellement que dans la manière dont aujourd'hui on a peut-être plus d'infos, plus de bouquins, de podcasts, de choses pour aussi le vivre pas tout seul, quoi. Ah, moi, j'ai halluciné. Ok. Ah ouais, vraiment. J'ai trouvé que c'était mes zinzins. C'est-à-dire que c'est comme si c'était plus le même monde. Waouh. Ouais. En 10 ans, ou moins de 10 ans même. Moins de 10 ans, parce qu'ils ont donc 7 ans de différence, en fait, en réalité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, le premier, donc, comme je disais, la grossesse s'est plutôt bien passée, je l'ai plutôt bien vécu. En revanche, le postpartum, j'étais là, genre, mais what the fuck, en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi personne ne m'a prévenue? Et pour le coup, j'avais pas été prévenue. Et vraiment, je suis tombée d'un immeuble, enfin, je veux dire, c'était l'Empire Building, le truc, quoi. Enfin, vraiment, j'ai halluciné, quoi. Voilà, quoi. Je me suis fait vraiment très mal. Et là, pour Orso, donc mon deuxième, le premier s'appelle Ulysse, le deuxième s'appelle Orso. Profusion d'informations. Et donc moi, entre-temps, j'ai quand même écrit un livre où j'étais là, genre, en fait, je vais vous raconter tout ce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise avant, enfin, voilà. Et pour le deuxième, enfin, mon livre, il est presque déjà, enfin, je suis très contente de l'avoir écrit, j'ai encore des compliments, et c'est cool, voilà, mais il était presque déjà obsolète, parce qu'en fait, t'as des comptes Instagram à tout va qui racontent plein de trucs. Moi, après, ce qui est un peu compliqué, on avait participé ensemble à une audience, tu sais, à l'Assemblée nationale, où justement, le sujet, c'était l'information des femmes enceintes et des parents, etc. Et bah le sujet il est presque inverse, c'est-à-dire que comment tu fais dans une profusion d'informations, pas toujours juste, pour te repérer, et c'est encore un... Donc avant il y avait pas assez d'informations, maintenant il y en a trop, et au milieu moi il y a un truc que j'entends et qui me fait beaucoup réfléchir, c'est que il y a des femmes qui font des enfants aujourd'hui qui disent en fait laissez-nous un peu de mystère, parce que là vous êtes en train de tout barder, de dire attention ça va être horrible, attendez, mais moi j'ai trop souffert, et nous on a besoin de rêver un peu pour le faire, parce qu'on a besoin d'inconscience pour faire un enfant en fait. Tu fais pas un enfant si t'es pas un tout petit peu inconscient, ou si tu rêves pas, ou si t'as pas espoir, enfin sinon est-ce que c'est possible? Je sais pas. Faut être juste sage-femme sinon. Moi, je pense que pour faire un enfant, il faut avoir un peu d'espoir, un peu de foi en l'humanité. Enfin, oui, mais je ne crois pas que l'information nuise à l'espoir. Ouais. Moi qui étais surinformée. Ah non, moi je crois pas non plus. Moi qui étais surinformée de chez surinformée, peut-être la plus informée de France, au contraire, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants et de. Non, c'était plutôt comme des trucs qui étaient allumés dans ma tête et qui me permettaient d'avoir des petites veilles, mais ça m'empêchait pas de rêver. Alors, tu vois, moi, ça, l'information, ça, je suis sûre et certaine. En plus, je suis journaliste de base, donc c'est pas moi qui dirais le contraire. Genre, non, en fait, c'est pas utile. Non, je pense que c'est vraiment utile. En revanche, c'est plus dans ce trop plein, dans cette profusion d'informations, on en oublie de dire à quel point c'est génial. Ah, ça, c'est sûr. Tu vois, et à quel point c'est merveilleux. Enfin, ça, c'est sûr. À quel point t'as des moments où t'es dans des extases de bonheur, de joie. Mais c'est normal, parce que nous, on a dû prévenir de ce qui était pas facile, tu vois. Et donc, je trouve qu'il y a un équilibre un peu à trouver. Est-ce que c'est ça que les femmes disent ou peut-être aussi que tous ces conseils ou tous ces vécus, ils vont aussi un peu avec des nouvelles injonctions. Enfin, on a commencé cet épisode en parlant de la mère suffisamment bonne.
Parce qu'en fait, peut-être aussi, toutes ces infos, c'est une forme de pression à devenir une mère parfaite, mais en même temps, un peu un truc de perfection inatteignable où en fait, il faut être parfait à tous les endroits. Professionnellement, physiquement, etc., mentalement. Allez, vous avez 4 heures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions qui sont toutes contradictoires et que moi, ce qui me frappe toujours, c'est que de toute manière, avec les injonctions, vu qu'elles sont toujours contradictoires, tu peux jamais bien. Parce qu'en fait, le principe des injonctions contradictoires, c'est qu'elles te tétanisent. Tu peux rien faire. Que de toute manière, ce que tu feras, ça sera pas bien. Donc autant faire en s'écoutant le mieux possible. Par exemple, moi, je trouve un exemple intéressant, comme je fais la fête, c'est un exemple que je prends souvent. Je trouve qu'il y a une double injonction. Il y a une injonction où on se dit, attends, elle est mère, elle sort, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qui est pas dite parce que c'est un peu tabou comme de dire ça, mais enfin, ça dépend quel milieu encore. Et puis, il y a de l'autre côté, moi, des compliments que j'ai pu avoir et que je trouvais border, qui étaient, c'est super que tu sortes encore, c'est super que tu fasses la fête parce qu'il y en a tellement, qui arrêtent, en fait. Et j'étais là, mais vous êtes des oufs. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment qu'elles arrêtent. C'est genre, et enfin, c'est normal d'arrêter. En fait, t'es fatigué. Moi, j'ai continué, mais parce que pour moi, c'était quelque chose de central dans ma vie, d'important. Et il y a d'autres choses que j'ai arrêtées et que d'autres ont continué. Tu vois, moi, j'ai arrêté la lecture pendant 7 ans. J'ai des copines qui lisaient tous les soirs. En fait, t'es obligé de lâcher quelque part. Il y a des chiffres de sociologues qui sont super intéressants, qui montrent comment après la naissance d'un enfant, les loisirs chutent. Tu vas moins au cinéma, tu fais moins de sport. Tout ça est normal parce que tu t'occupes de quelqu'un, quoi. Ça prend du temps. Et donc voilà. Donc ces injonctions à dire, attends, elle est mère, elle sort plus. Enfin, non, elle fait comme elle peut, en fait. Winnicott, la mère suffisamment bonne, elle fait comme elle peut. C'est ça la baseline. Est-ce que du coup, d'avoir un deuxième enfant, ça t'a aidé à te dire, te détendre sur certaines choses, ou qu'est-ce que ça change de redevenir mère, justement? Ouais, moi je suis vraiment plus détendue. Ça, c'est un classique. Alors après, je pense que ça dépend des gens, mais je pense que je suis pas la mère la plus... comment dire? Je suis anxieuse. Un truc, par exemple, c'est que mon enfant qui tombe, j'ai appris à pas hurler. Parce que moi, je suis vraiment genre... tout ça, panique totale. Et mon mec a fini par me dire, en fait, c'est performatif, t'es en train d'hurler, le gosse hurle, enfin, c'est n'importe quoi, arrête ça, quoi. Donc maintenant, je fais genre... Donc je me retourne à ça. Non, mais vraiment, c'est un truc qui peut me... L'autre jour, il est tombé, par exemple. Mais bon, je l'ai vu, il a fait une chute qui était plutôt élégante. Il est tombé, il était sur un vélo, il est tombé, il a fait genre plop, comme ça. Et je me suis surprise à me dire, tiens, t'étais très calme. Donc oui, non, il y a des choses qui changent. Ulysse, mon grand, je pense que j'allais voir dans son lit s'il respirait bien. Franchement, je l'ai fait jusqu'à ce qu'il ait, je pense, 7-8 ans. Enfin, Orso, je vois mon mec le faire. Parce que du coup, c'est pas les mêmes pères. La blague que je fais toujours et que tout le monde connaissait, un géniteur par enfant, s'il vous plaît. Donc, ils se reconnaîtront. Coucou. On s'entend très bien tous, tout va très bien. Mais du coup, oui, je vais pas voir tous les soirs si Orso est en train de dormir. T'as l'impression que c'est... Et en train de respirer, pardon. Dormir... T'as l'impression que c'est plus paisible, ou ce serait un peu trop de parler de paisibilité? Si, c'est plus paisible, mais je pense encore une fois que j'ai fait un travail sur moi, que j'avais pas fait quand j'ai eu Ulysse. Encore une fois, moi vraiment, je suis devenue mère et je me suis pris le chaos du postpartum, de la crise identitaire, où t'étais quelqu'un et quittais maintenant qu'il y a Ulysse, tu vois, enfin voilà. Et moi, j'ai beaucoup été en lutte pour me dire non, je vais rester celle que j'étais avant. Et donc, ça, c'est pas possible. Et en fait, au bout d'un moment, il faut lâcher. Donc, j'avais fait vraiment un gros travail pour ne plus avoir peur de la solitude. Donc, en fait, quand j'ai eu mon postpartum là pour Orso, j'en avais pas peur. Donc, c'était complètement différent. J'étais aussi au courant que j'étais TDAH. Et ça, je pense que ça change des choses parce que je savais, en fait, les enjeux que j'avais autour de l'organisation. J'étais pas avec le même père, donc forcément ça change des choses aussi. Et puis Clément, mon compagnon actuel, du coup, on a beaucoup parlé. On est des gros bavards, on est des gros... voilà. Anna, elle connaît Clément, elle peut confirmer. Clément, c'est vraiment... Clément, c'est quelqu'un, on peut rentrer le soir et dire « Ah ouais, il s'est passé ça, mais tu penses qu'elle fait ça à cause de son père ou de sa mère ?» C'est ma meilleure copine. Mais je couche avec. Voilà. Donc, on avait énormément parlé, décortiqué ce qui s'était passé pour moi sur ce premier postpartum, quels étaient mes enjeux, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et donc, lui, il avait vraiment beaucoup compris de choses. Lui, il est retourné voir une psy pendant la grossesse. Il travaillait ses enjeux aussi. On s'est offert à Noël des séances de psy de couple. Parce qu'on est comme ça, on se régale avec des petits couples. Voilà, notre petit couple est absolument génial. Et donc, tout ça fait que l'apaisement, il est multifactoriel. Qu'est-ce que t'as perdu et gagné en devenant mère? J'ai perdu de l'insouciance. Ouais, ça c'est très dur. Hyper dur. Et j'ai gagné
une joie incommensurable, quoi. Enfin, c'est vraiment quand je pense à ce que j'ai gagné, je sens que ça monte un petit peu, quoi. Qu'il y a un truc, ça me déborde presque. Enfin, c'est extraordinaire un enfant. Mes enfants m'apprennent énormément. On dit toujours, on éduque les enfants. Moi, ils m'éduquent tous les jours. Ils m'apprennent des choses tous les jours. Alors, l'exemple que je donne toujours, c'est que Ulysse m'a appris à regarder les feuilles des arbres, parce que quand il était dans son berceau petit, on était dans notre jardin, donc dans la maison du bonheur, la seule en France. Et donc, du coup, il était couché comme ça, et puis il faisait comme ça. Et d'un seul coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? Et du coup, j'ai levé les yeux. Et là, il y avait du vent dans les feuilles, elles bougeaient, c'était le printemps. Et j'ai eu une montée. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, ça me bouleverse encore, c'est que je ne regardais plus les feuilles d'arbres. Il m'a réappris à regarder les feuilles d'arbres. Moi, du coup, il y a un truc que j'ai mis en place avec Ulysse et que j'ai avec Orso, c'est que on a des conversations WhatsApp où on s'envoie leurs pépites, quoi. C'est vraiment des barres de rire en permanence. Le premier à laquelle je pense là, c'est Orso. L'autre jour, il était à table et je commençais à le papouiller pendant qu'il mange. Je fais comme ça va, moi, tu me fais des bisous. Il me pousse, il me fait va-t'en, ta chaise, elle est là-bas. Va-t'en, toi. Et voilà, on était morts de rire. Il est très drôle. Un clown. Et Ulysse aussi, ils sont super drôles tous les deux. Ulysse, l'autre jour, il m'a demandé si t'avais 50 millions, qu'est-ce que t'en ferais? Du tac au tac, je ne sais pas comment ça m'est venu, mais mon mère Teresa, je lui dis, je le donnerai à ceux qui en ont besoin. Et là, il me regarde hyper ému, il me dit, à moi? Pas mal. Pas mal. T'as perdu pied. Il y a un de tes livres qui s'appelle Choisir d'être mère, et je trouvais que par rapport à tout ce dont on parlait aujourd'hui, je me demandais pourquoi tu avais eu envie de parler de choix. Parce que justement, quand j'ai écrit le livre, les informations, elles n'étaient pas pour tous et toutes. Des gens très bien informés étaient informés, mais il y avait quand même une famine d'informations pour le commun des mortels comme moi. Et que tout mon propos était de dire, comment pouvez-vous prétendre qu'on peut faire un choix si on n'est pas informé ? Et pour moi, alors après c'est un truc qui a fait débat et qui est un débat par ailleurs très intéressant, il y avait une notion de consentement là-dedans, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse injonction, et elle existe toujours. Fiona Schmidt, qui est une de nos amies, peut en témoigner. Il y a quand même un truc où... voilà, si on ne veut attend pas d'enfant et qu'on interroge en permanence sur son désir d'enfant, pour celles qui la connaîtraient pas. Oui, voilà, exactement. Voilà, il y a ce truc où si tu veux pas d'enfant, on te fait ah bon, mais pourquoi? Enfin, moi je connais des gens encore qui disent mais t'es vraiment trop bizarre, t'es une mauvaise femme. Enfin, voilà, donc il y a tout ce truc-là, et on disait ça aux femmes, ce qu'on dit toujours aujourd'hui, mais sans leur dire de quoi cette expérience était faite. C'est quand même bizarre de dire saute. Non, je te dirai pas de quoi c'est fait. Tu vas peut-être te fracasser, mais vas-y, de ouf. Et être bien informé, ça permet de composer la mère qu'on veut être, enfin de mieux choisir la mère qu'on veut être. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a des choses qui t'appartiennent pas non, aussi. parce que les enfants sont si différents qu'ils nous éduquent pas sur les mêmes choses. Quand tu prends 2 enfants, ils t'éduquent pas sur les mêmes choses. Donc non, il faut composer avec l'enfant. Faut composer avec l'enfant, un truc qui est vrai avec un enfant est pas vrai avec l'autre. Et puis surtout, tu peux mettre en place des garde-fous. Ça, tu peux le faire, c'est sûr. Typiquement, en postpartum, te dire je vais faire 1 mois de choses à manger pour pas être complètement débordée pendant mon postpartum. En fait, ils sont géniaux parce qu'ils sont créatifs. Un truc que fait l'un, l'autre le fait pas. Enfin, voilà, quoi. Par contre, ce qui est vrai, et moi, c'est une idée que j'aime bien, c'est qu'on pourrait faire mieux des contrats. C'est-à-dire dire, voilà, un enfant, c'est ça. C'est toi qui dis, je crois que c'est 8 heures de plus dans une journée. Ouais. Ce chiffre, je le trouve génial parce que personne ne le dit, mais il est important, tu vois. Enfin. Ouais. Et il est frappant. Il est frappant. Et il fait mal, hein. 8 heures, je comprends pas où vous les mettez, mais... tu rigoles. Et encore 8 heures, c'est une moyenne, ça. Pour certains, c'est beaucoup plus. Ah non, tu verras, c'est 8 heures. Au moins. Ouais. Bien qu'elle dise tu verras. Ah, tu verras. C'est le moment où on fait une petite annonce. Et non, oui, c'est ça. On va éviter et en fait, mes parents. Elle n'est pas enceinte. Mais tout le monde l'a cru. Calmez-vous. C'est ça. Non, mais oui, le contrat. Donc ça, par contre, si tu te dis, ok, c'est 8 heures, quand bien même pour toi, ce serait pas 8 heures. Parce que, par exemple, typiquement, je rigolais au début du podcast en disant que je suis TDAH. Moi, l'organisation, de toute évidence, c'est un sujet. Il y a des gens qui seront plus doués pour ça que moi. Donc, évidemment qu'on va pas être soumis aux mêmes problématiques. Mais on peut quand même partir du principe que ça va être difficile. Et avec son partenaire, sa partenaire, se dire, comment on va s'organiser, toi et moi. Et en fait, je sais plus qui disait ça, on fait bien des contrats pour des maisons, en fait, pour construire des trucs, pour te marier. Moi, je pense qu'il faut réfléchir avant. Des trucs très bêtes de comment tu penses que tu vas t'impliquer les nuits si c'est moi qui allaite, comment on va faire si c'est toi qui reprends le travail au bout de tant de temps. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux reprendre le travail plus tard? Est-ce que tu peux poser des vacances? En fait, c'est quand même un des apprentissages, je trouve, qu'on a dans la vie à force de vieillir, c'est que j'ai cet apprentissage précisément parce que j'ai fait l'erreur contraire. J'ai très fantasmé ma maternité. Et moi, mon problème, c'était ça, c'est que j'ai imaginé que j'allais faire des gâteaux d'anniversaire. Je fais, au demeurant, de très beaux gâteaux d'anniversaire. J'ai fait un gâteau
Nintendo Switch samedi dernier qui était merveilleux. Mais le truc, c'est que il faut sortir du fantasme, être dans la lucidité. Et c'est comme quand tu te maries, il faut prévoir le contrat du jour où en fait ça ne se passe pas bien. De la même manière qu'il faut faire des testaments, il faut prévoir ce qui se passe si quelqu'un meurt. Et en fait, on n'a pas envie de penser à ces choses-là, on a envie de penser qu'aux trucs cool. Mais la vérité, c'est que penser aux trucs pas cool, c'est se protéger. Il y a un point sur lequel il faut insister, c'est qu'il faut qu'elle pense à l'argent. Moi, je voudrais vraiment vous raconter une petite anecdote d'une patiente. Et à l'époque, c'était il y a 10 ans, donc c'était quand même il y a longtemps, j'étais jeune sage-femme. C'était une nana qui avait accouché très prématurément, et donc on ne pouvait pas institutionnaliser, on ne pouvait pas mettre l'enfant à la crèche pendant 1 an. Du coup, elle travaillait plus pendant 1 an. Et son mari, ils achetaient un appartement, et son mari avait dit « Ok, tu t'arrêtes de bosser pendant 1 an, du coup, tu vas avoir 70% de l'appartement au lieu des 50%, alors qu'ils achetaient à équivalent. » Et je m'étais dit « Oh, quand même, c'est chelou, pourquoi faire ça ? C'est, voilà. » En fait, c'était très précurseur et absolument génial, et ça, je vous le dis. Si vous baissez votre salaire, ce qui est la plupart des cas, si vous vous arrêtez de bosser, il faut qu'il y ait un échange monétaire. C'est pas que je sois méchante, mais vraiment faites-le dans les parts d'achat d'appartements, dans les parts d'achat de maison, même verser un salaire, quoi, qui en plus donnera pas lieu à une retraite, mais il faut qu'il y ait une compensation financière de ce temps qui est donné, de ce temps des tâches domestiques et parentales. C'est pas équitable, bien entendu. C'est la métaphore du pot de yaourt et de la voiture de Tissou Lecoq. Que je trouve super pour les personnes qui la connaissent pas. En gros, elle dit les femmes en fait gèrent le quotidien. On sait que j'ai encore vu un chiffre ce matin où elles cuisinent à 68%. Donc c'est elles qui vont faire les courses et elles vont dépenser leur argent en fait dans ces courses quand c'est pas bien équilibré. Donc pendant tout le couple, elles font ça. Et pendant ce temps, l'homme va s'acheter une voiture et quand ils vont se séparer, l'homme va dire je récupère ma bagnole. Mais elle va pas récupérer ses pots de yaourt. C'est hyper important en fait. Moi, je sais que ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup avec mon mec, c'est que c'est des discussions qu'on a eues parce que justement Tissou, mais je la bénis d'avoir fait ça. Ce podcast rend l'argent pour moi, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est d'ailleurs. Voilà. Écoutez Tissou, exactement. Bravo pour ce podcast, il est extraordinaire, rend l'argent. Et un autre truc que moi je recommande, c'est le compte d'Héloïse Boll qui s'appelle Oseille et compagnie. Et Héloïse, elle est super aussi parce qu'en gros, elle dit aux femmes qui ne sont pas éduquées à l'argent parce qu'elles sont super éduquées aux sentiments. Mais les sentiments, ça ne paye pas les voitures ni les pots de yaourt. Et elle leur apprend en fait. Et il faut apprendre à gérer son argent. Je dis un truc tout bête, mais le temps qu'on met dans une déco d'appartement et pendant ce temps, le mec ne fait rien. Tout ça, c'est des choses qui, en fait, elles pourraient être monétisées. Enfin, je veux dire, c'est du taf qui pourrait être payé. Marre à la fin. Du coup, on a beaucoup parlé du fait de devenir mère et là, on y vient dans l'équation. On peut être 2 mères, on peut être 2 pères. Toi, en l'occurrence, c'était une mère et un père. Est-ce que tu trouves aussi qu'il faut se composer en opposition, en complémentarité ? Comment on fait par rapport à la place que va prendre le père et toi, la place que tu vas prendre en tant que mère ? Ouh là là, vaste sujet. Là, pour le coup, je peux parler que de moi parce que je trouve ça trop compliqué. De toi. Voilà. On a invité que toi. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, nous sommes 3 dans ma tête. Il y a aussi Janine. Non. Clément a noté un truc que je trouvais assez intéressant. Moi, je suis quelqu'un de très indépendante, comme j'ai dit. Je pense que cette théorie de l'attachement, que j'ai un attachement, je sais plus comment on dit, moi, l'attachement fusionnel, anxieux, ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Moi, mon attachement, je crois qu'il est ambivalent. En gros, je suis quelqu'un qui est là, mais j'ai des moments où je suis là, là, tu m'oppresses. J'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma bulle, pas trop près. Ce qui fait que pendant très longtemps, les chiens, je pouvais pas parce qu'ils étaient too much pour moi. J'adore les chats. Tu vois, je suis un chat. Voilà. Moi, je suis personne chat. Les chats, c'est très bien. Ils me fuient. Je suis là, yes, parfait, je t'adore. Mais Clément, alors, il va me tuer. Mais j'adore faire ça. Clément est quelqu'un de fusionnel. La petite couple dit que non, et lui aussi. Mais je maintiens mon point de vue, il est un peu fusionnel. Clément est donc un chien. Clément est plus un chien. C'est grave un yinche, Clément. Wouf, wouf. Non, et donc, en fait, ils ont une relation depuis le début avec Orso. Je vais me faire défoncer. Ils ont une relation... Oui, mais il y a un fond de vérité. Donc Clément, depuis le début, je pense que Clément est quelqu'un d'anxieux, moi aussi, mais pas de la même manière. Avec son fils, c'est vraiment il me fait marrer parce qu'il me dit là, l'huile essentielle de lavande que tu lui mets pour les poux, je crois que c'est dangereux. Et donc, en fait, au bout d'un moment, j'étais là. Orso demandait beaucoup son père. C'est-à-dire que là où les enfants vont dire maman, oh c'était papa, il disait beaucoup je veux papa. Et moi, je me disais presque tant mieux, puisque moi, j'aime pas les chiens. Donc... Et moi, je suis très chat, donc vas-y, dis papa, quoi. Un sujet qu'on a ramené chez la petite coupe, notamment. Et en fait, ce que dit Clément, et qui je pense est très juste, Clément me disait, tu dis que je suis fusionnelle et que c'est pour ça qu'on est avec Orso comme ça, mais le fait est que comme toi, tu fais un pas en arrière, moi, je fais un pas en avant et il y a un petit jeu qui se mène à 3. Donc, il y a un jeu de place
où tout le monde est évidemment Orso joue de ça. Et d'ailleurs, Clément, qui est vraiment quelqu'un... Clément, je le compare à un élastique. Il va beaucoup donner, mais le problème, c'est que quand il est là, tac, ça peut revenir très fort, et là, il va gueuler d'un coup. Ah, alors que moi, je suis plutôt patiente, et à distance, je suis dans un truc peut-être plus équilibré. Et donc, du coup, quand Clément se fâche, Orso, typiquement, maintenant, son truc, c'est de venir et de dire « Maman, papa, il est pas content !» Et donc, lui, en fait, Très fort, cet enfant. Ouais. Bah, lui, il est devant un buffet, quoi. Il a un chat, un chien, il se dit qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui, du chat ou du chien. Voilà, quoi. Enfin, c'est sûr qu'il y a un truc, dans tous les cas, de place. Et puis là, je parle même pas d'Ulysse qui est là aussi et qui joue un rôle, parce que lui, avec son frère, il a aussi un rôle. Il est hyper protecteur, hyper gentil, il est trop mignon avec son frère. Mais il peut aussi l'engrainer dans des bêtises, l'exciter. Donc, en fait, tout ça, c'est des places qui bougent. Et moi, ce que je trouve toujours sain, à mon sens, c'est d'essayer de pas camper sa position. Donc là, il y a moins de je veux papa. Il y a plus de maman. Maintenant, même, il me dit je veux même pas. Et je me dis que ça veut dire qu'on a bien bossé, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui va devenir mère, là ? Tout le monde est différent. Mais ça, tu le dis beaucoup toi aussi, on est vraiment sur la même ligne. Donc, faites gaffe aux conseils, parce que ce qui vaut pour moi ne vaut pas pour vous. Voilà. Mais les 2 conseils que je peux donner, 2 conseils, c'est faites à manger pour 1 mois avant d'accoucher. Vous faites des lasagnes. Franchement, ça paraît bête, mais manger mal, c'est pas bon pour la santé, en fait. On le sait, c'est une évidence, mais c'est pas bon pour sa tête. Quand on a mangé un repas debout, entre 2 trucs, on est moins bien que si on a mangé une belle salade, assis, confortablement, bien droit. Enfin, c'est des trucs qui sont hyper importants. Donc moi, je dis 1 mois dans le congélateur de bouffe. Voilà. Et 2e conseil, faites une thérapie. Et sachez que si vous n'avez pas d'argent, parce que la thérapie, ça coûte énormément d'argent, il y a des dispositifs maintenant, notamment Mon Psy, qui permettent d'avoir des séances gratuites. C'est un dispositif étatique, donc n'hésitez pas à aller regarder. Parce que c'est quand même un énorme frein, l'argent, à la thérapie pour plein de gens. Après, il y a les CMP qui sont un peu surbookés aussi. Oui. Mais en fait, si je dis ça, c'est pas un truc bourgeois de genre allez regarder votre nombril. Non, au contraire, c'est que on sait que tout le monde a ses petites valises, ses petites casseroles, et quand même préférable d'en s'en débarrasser avant de faire la popote, sa propre popote, quoi. Voilà. Je sais pas où ça allait cette métaphore. Mais ça me va. Ça se tenait bof, non. On évite les clous de girofle dans la compote. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que le fait de devenir mère, c'est suffisamment pris en compte dans la société, notamment par le pouvoir politique ? Ouh, pas du tout. C'est un sujet... Je m'attendais un petit peu à cette réponse. Ouais. Non, c'est un sujet qui m'énerve beaucoup. Ah, ok. Qui m'exaspère même. Parce que par exemple, Macron qui parle de réarmement démographique, mais de quoi parle-t-il en fait ? C'est-à-dire qu'on a un problème de crèche. Moi, je suis à Montreuil, j'ai 2 enfants, j'ai jamais pu mettre un enfant en crèche. Donc, en crèche publique, jamais ? Ni privée ? Non. Non, les crèches privées, c'est hyper cher. On a une nounou qui est fabuleuse, mais on la paye quand même de notre poche. Tous les mois, il y a 1 100 € qui sortent. Enfin, voilà, il faut dire quand même. Donc, et les crèches, c'est pas beaucoup moins cher. C'est 500-700, non, par enfant ? Ouais. Oui, c'est cher. Non, ça, oui, moi, ça m'exaspère, en fait, ça m'énerve, parce que du coup, on attend des mères beaucoup, mais on leur donne pas grand-chose. Et surtout, évidemment, qu'est-ce qui se passe quand, du coup, il y a pas les crèches ? Parce que là, moi, je parle de moi, je les débourse quand même, au final, avec mon compagnon, c'est 1 100 €. Mais concrètement, les gens qui n'ont pas d'argent, le calcul, il est très simple. On regarde qui gagne moins. Exactement. Et qui gagne moins. Voilà. Et donc après, elles perdent du temps pendant leur congé parental. Elles vont revenir au travail. Elles ont perdu du temps sur leurs compagnons et on leur donne pas des promotions. Alors après, moi, j'aurais un discours plus nuancé. Je crois qu'il y a des femmes qui sont très heureuses. Oui, il y en a quand même une grande partie. Bien sûr, ouais. C'est bien de me nuancer. Ouais, qui sont vraiment très, très, très contentes d'être en congé parental et pour qui c'est une grande angoisse de voir la disparition de ce congé parental de 3 ans qui va donc prendre fin. Ça, c'est un gros sujet féministe. Voilà, mais ça, je sais que là, j'en fais un énorme coup de pied dans la fourmilière en disant ça. Mais je crois qu'il y a des femmes qui choisissent en conscience et en étant informées d'élever leurs enfants pendant une dizaine d'années, parfois si elles en ont plusieurs, tu vois. Et c'est leur droit le plus strict. Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi, puisque moi, vraiment, tout c'est-à-dire que l'institutionnalisation de l'enfant dans une crèche n'est pas forcément quelque chose qui est... Ah oui, alors ça, moi, on peut avoir un débat là-dessus. En gros, il y a des gens qui vont dire que la crèche, c'est pas bien pour les enfants. Non, c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément, ça convient pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent garder leurs vieux à la maison. Oui. Non, mais alors... Tu vois, attends, et pour ça, être clair, c'est vraiment une option personnelle. Et je crois que personne n'a porté de jugement là-dessus, tu vois. Non, mais le problème, Anna, c'est que moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Quand les femmes ont le choix, je suis toujours d'accord. Voilà. Le problème, c'est qu'on parle d'une société où les femmes sont socialisées dès qu'elles sont toutes petites
à être celles qui vont s'occuper des enfants. Tu vois, si on était dans une société qui disait, pour les gens qui veulent s'occuper de leurs enfants pendant 3 ans, je dis les gens, que ce soit des hommes ou des femmes, il n'y aurait pas de problème. Là, on sait que ce sont les femmes en majorité qui vont prendre ces congés. Franchement, mais je suis très contente pour toi quand t'es heureux. J'ai aucun problème avec ça. Ce qui me gêne, c'est quand tu subis, en fait. Absolument. Ce qui est gênant dans le congé parental, c'est la question financière, pour le coup. Exactement. Là, ça va pas. Si t'es super contente d'être avec ton bibou et que tu papouilles, moi, franchement, je suis très contente pour toi. Tu vois, il n'y a aucun problème. Et sur la question du congé, moi, il me semble, personnellement, depuis toujours, que la priorité, c'est quand même de trouver des moyens que les femmes ne soient pas en première ligne tout le temps. Ah, tout à fait. Moi, j'ai une copine qui me disait l'autre jour que pour sa 2e fille, elle a choisi de se débrouiller pour avoir 1 mois seule, en étant en congé. Et je me suis dit, mais ça, c'est un vrai congé, en fait. Absolument. Parce que, en fait, tu viens d'accoucher, quand même. Ah non, mais alors là, tu prêches une convaincue. C'est pas du tout du repos. Ouais, c'est pas du repos. Donc moi, il y a vraiment ce sujet de, si les gens sont heureux, c'est super, mais je trouve que là, en l'état, tout ce qui est fait, et encore une fois, cette décision, pour moi, elle est pas souhaitable non plus, enfin, c'est pas ce que je veux non plus, ça rend pas les gens heureux. Non, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des états généraux et qu'on voit un peu ce qu'il faut faire. Oui, et que vraiment, on écoute les gens. Non, exactement. C'est insupportable, en fait, quoi, de insupportable. leur dire, faites des enfants, mais on va pas vous écouter. Qu'est-ce qui pourrait rendre, du coup, le devenir mère un peu plus facile ? Vous avez des idées pour les politiques qui veulent se pencher sur ce sujet ? Moi, je pense que déjà, il faut réintroduire de la solidarité. Un des problèmes, c'est qu'en fait, c'est pas naturel d'être une personne ou 2 personnes pour un petit bébé. Et d'ailleurs, pareil, Tissou Lecoq, elle en parle dans son livre, elle parle d'alloparentalité. Elle dit que le système dans lequel on est là, la famille nucléaire autour du bébé, en fait, c'est un système assez récent. Et que, historiquement, en fait, il y a une communauté autour d'un bébé et qu'on s'entraide. Et moi, par exemple, ma mère est sénégalaise. Et j'ai compris pourquoi, à chaque accouchement, elle retournait au Sénégal. Parce qu'en fait, au Sénégal, on la prenait en main et même elle s'est disputée avec ma grand-mère au bout de 2 mois parce que elle lui a dit « Écoute, là, j'en ai marre, je veux me lever la nuit, laisse-moi, s'il te plaît, tu me saoules, en fait. » Donc voilà, ça, je trouve ça super intéressant. Ça raconte qu'en fait, il y a un soin. Moi, ce que je veux, c'est du soin mutuel. On prend soin du bébé, mais prendre soin du bébé, c'est prendre soin des parents. On prend soin de tout le monde. Pour mettre ça en place, il y a des trucs super simples à faire. Par exemple, un truc tout bête, le groupe WhatsApp à la maternité. Je crois pas que ça existe beaucoup, mais c'est très bête. Tu mets en relation les femmes. Il y a aussi des parents trans, voilà, qui accouchent. Et donc, en gros, tu dis, vous avez accouché ensemble, vos enfants vont grandir ensemble, peut-être que ça peut être super d'être en mode père et danse, où vous allez vous donner des conseils, vous dire, attends, toi, tu fais comment? Toi, t'as eu des verres de cul? C'est ma grosse passion, les verres de cul. Après la vaginose. Je suis sortie tout seul, j'ai même pas réfléchi. Les oxyures, c'était un petit délice de la parentalité comme l'époux. Bon voilà, enfin typiquement c'est des trucs qu'on fait entre copines, mais il y a des gens aussi qui sont plus isolés. Donc ça, pour moi, c'est un truc super simple à mettre en place. Tu pourrais avoir dans ces groupes une personne, voilà, ça demande des moyens, hein, mais qui soit formée, qui dise pas de panique, en fait, voilà, on prend un sirop, enfin, j'en sais rien. Donc ça, pour moi, c'est un truc tout simple à mettre en place. Après, il faut aussi former les entreprises. En fait, il faudrait globalement former la société à ce que c'est qu'un bébé. Même moi, qui ai écrit sur la parentalité, je sais que des amis que j'aime n'ont toujours pas compris ce que c'est qu'un bébé, et je leur en veux pas. Eux-mêmes, ils ont pas d'enfants, ils sont loin de ça. J'ai beaucoup d'amis gays, qui sont dans d'autres trucs. Pour eux, c'est incompréhensible, cette idée d'ébiteur. Et d'ailleurs, tu le disais toi aussi, tu comprenais pas où on les mettait. Oui. Tu vois, tant qu'on l'expérimente pas, je pense qu'on visualise pas. Et donc moi, en fait, il y a une historienne brillantissime, génialissime, qui est morte il y a pas très longtemps, qui s'appelle Yvonne Knibler. Une femme extraordinaire, et vraiment, on lui a pas beaucoup rendu hommage, et c'est dommage, parce que c'est une femme vraiment géniale. Je l'avais interviewée, elle avait 96 ans, cerveau en ébullition, enfin vraiment une femme sensationnelle. Et elle disait, il faudrait des formations, il faudrait que les gens qui vont avoir un enfant, ils aillent dans une crèche parentale, voir un peu ce que c'est avant, juste pour sortir du fantasme, justement. Et voilà, moi, je me rappelle de moi, avant d'avoir Ulysse, je croyais que le pire, c'était les couches. Mais les couches, c'est un non-sujet, en fait. Les couches, tu échanges, je veux dire, c'est un peu, tu fais des shifumi pour savoir qui fait la couche, quoi, voilà. Non, ce qui est dur, c'est la disponibilité permanente. Ce qui est dur, c'est le sommeil. Et ça, en fait, moi, je pense que si on pense cette solidarité, si on pense vraiment cette idée qu'on peut tous s'entraider, on pourrait même imaginer que les gens qui sont en projet d'avoir un enfant, ils puissent se mettre en relation avec des gens qui en ont, dire, attends, je vais te prendre ta nuit, et qu'ils sachent, en fait, à quoi ça ressemble pour de vrai, quoi. René, ministre de la Santé. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit René. C'est une très mauvaise idée pour quelqu'un qui ne range pas bien sa chambre. Le jour où j'arrive à plus avoir une pile de vêtements sur une chaise, on en reparle. Et toi, Anna, qu'est-ce que t'en dis ? Non, mais il y aurait 1001 choses à dire. Je vais pas saouler les gens, mais oui, je suis d'accord avec René sur tout ce qu'elle a dit, évidemment. En tout cas, il y a tout est à faire, c'est ça que je crois. Je
persiste à penser que c'est un impensé, même si effectivement il y a les réseaux sociaux qui font quand même un miroir grossissant. On a l'impression que tout le monde parle de parentalité. En réalité, personne n'en parle sérieusement. Et donc, ça reste un impensé et les gens se dépatouillent comme ils peuvent avec leur parentalité. C'est dommage. Alors que ça pourrait être un moment autre. Je crois qu'en tout cas, c'est un impensé de beaucoup de programmes politiques. Vraiment. Pour avoir vraiment regardé. Oui, parce que ça concerne les femmes et qu'en fait, les femmes se démerdent assez bien, au fond, et que donc on laisse continuer. Ça concerne aussi les enfants. Moi, je pense qu'il y a un sujet sur les femmes et les enfants. Absolument. Alors que c'est l'avenir du monde, de la société. Exactement. Et enfin, c'est complètement fou, en fait. Moi, il y a quelque chose qui me révolte dans cette façon qu'on a de traiter les femmes et les enfants. C'est que derrière, en fait, qu'est-ce qu'on construit? Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? C'est triste, en fait, quoi. Parce que, en fait, moi, je pense à ces bébés qui sont pas bien parce que leurs mères sont pas bien avec eux. Qu'est-ce qu'on est en train de leur proposer, quoi? Et pour arrêter d'être triste, lisez les programmes et regardez ceux qui parlent des enfants. Merci René, merci d'être venue nous raconter tout ça. J'espère que ça pourra aider celles qui deviendront mères demain. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour plein d'autres épisodes. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la production éditoriale Nina Pareja, la musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.